Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. En janvier 2013, François Hollande annonce l'intervention française au Mali. Débute alors l'opération Serval. Elle durera du 11 janvier 2013 au 1er août 2014. L'objectif est de repousser l'avancée de groupes terroristes qui ont pris alors tout le contrôle du nord du pays et menacent la capitale, Bamako. La France intervient rapidement et les 25, 27 et 30 janvier, les villes de Gao, Tombouctou et Kidal sont reprises. Puis le 8 février, c'est au tour de Tessalit, ville tout à fait au nord du pays, d'être reprise aux terroristes. Alors à ce moment-là, les villes sont donc reprises, mais pas les zones plus rurales et montagneuses. Les forces françaises, appuyées des forces maliennes, sont dorénavant forcées d'aller débusquer les terroristes dans les zones les plus hostiles. Et après cela débute l'opération Barkhane, qui vise quant à elle à lutter contre les groupes djihadistes dans presque toute la bande sahélienne. Mais qui sont ces groupes? D'où viennent-ils et comment se sont-ils formés? Alors il y a en fait trois principaux groupes djihadistes qui ont conquis le nord du Mali en 2012. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansar Dine et le Moudjahou. AQMI est une organisation, comme son nom l'indique, liée à Al-Qaïda et venue au Mali plutôt de l'Algérie, au nord. L'État algérien mène une campagne de lutte contre ce groupe armé, qui s'est retrouvé poussé vers le sud et qui a finalement pris ses marques dans le nord du Mali. Plusieurs groupes affiliés à AQMI sont donc maintenant présents dans cette zone. Ansar Dine est un groupe djihadiste originaire du Mali et assez récent puisque formé en 2012. Et le Moudjahou est un groupe malien également, et lui aussi récent puisque formé en 2011. Et ses fondateurs étaient auparavant des membres d'AQMI ayant voulu s'en émanciper. Mais la réalité est en fait plus complexe. Voici un aperçu des relations entre les groupes djihadistes au Mali. Il y a des rivalités, des scissions, des fusions, et ça change un peu tout le temps. C'est difficile à comprendre et à appréhender. Ce que je représente là, ce sont vraiment les principaux groupes, mais ils sont eux-mêmes composés d'une multitude de sous-groupes et de milices ou bataillons qu'on appelle Katiba. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette grande fragmentation leur permet de rester plus difficilement identifiables, et qu'elle ne semble pas altérer leur capacité à agir. Ensuite, la plupart de ces groupes sont dirigés par des leaders très locaux et très opérationnels, ce qui fait que lorsque l'un est éliminé, ça n'impacte que le groupe dont il était leader, et seulement à court terme, puisqu'ils sont généralement très rapidement remplacés. Et enfin, leur grande autonomie fait que lorsque l'un des groupes s'affaiblit, ça ne va pas forcément impacter les autres groupes. Et à tout ça, vous ajoutez leur grande connaissance du terrain, et ça donne la formule parfaite pour donner du fil à retordre aux forces françaises et maliennes. Par ailleurs, ces groupes sont alimentés à partir du début des années 2010 par des combattants venus de la Libye. En effet, le régime libyen de Kadhafi tombe en 2011 suite à l'intervention française encore une fois, mais cette fois-ci menée par Nicolas Sarkozy, et de nombreux soldats libyens se retrouvent sans commandement et rejoignent les rangs d'organisations terroristes ou rebelles dans le Sahara et le Sahel, dont au Mali. Ils apportent avec eux des armes, du matériel et aussi de l'expérience au combat. Dans certains groupes, certaines sources font état de près de 40% d'effectifs libyens, et c'est en partie cela qui va permettre à ces groupes rebelles de prendre tout le nord du Mali en 2012. Donc voilà un peu grossièrement comment sont organisés les groupes djihadistes. Mais après Serval, AQMI et Ansar Dine sont largement affaiblis, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent plus de régions entières, mais sont toujours actifs au Mali. Le Moudjahou, quant à lui, se retire un temps au Niger. Maintenant, si on prend un point de vue plus macro, vous voyez sur cette carte la zone d'intervention des différents groupes terroristes au Sahara et au Sahel, ainsi que les 5 pays où les effectifs de l'opération Barkhane sont déployés. Alors je le rappelle, en gros, opération Serval, c'est la reprise du Nord Mali, et l'opération Barkhane, c'est la sécurisation de la zone sahélienne. La zone sahélienne, un territoire immense, grand comme l'Europe, où seulement 4500 militaires français, appuyés des forces du G5 Sahel, sont chargés de débusquer et de mettre hors d'état de nuire quelques milliers de terroristes. Si on se recentre au Mali, la France a établi 2 bases avancées temporaires à Tessalit et Kidal, une autre base à Gao fait office de base logistique permanente, et un point d'appui aérien a été mis en place à Niamey, au Niger, qui permet une intervention rapide de forces aériennes sur les zones tenues par les terroristes. Mais est-ce qu'on peut vraiment résumer la situation au Mali à une insurrection djihadiste? Vous en doutez, la réponse est non. Et pour comprendre pourquoi il règne ce chaos dans le nord du pays, il faut faire un peu d'histoire. En fait, le Mali n'est pas du tout un État-nation, comme beaucoup de pays africains d'ailleurs. Il a simplement hérité des frontières de la colonisation et personne n'a vraiment demandé leur avis aux différentes populations. On a donc une très grande diversité ethnique. Avec, pour résumer simplement, des groupes plutôt arabo-berbères au nord, où vivent notamment des Touaregs, et des groupes plutôt noirs subsahariens au sud. Et sur les 18,5 millions d'habitants que compte le pays, seuls 1,3 million vivent dans le nord. On a donc une densité très faible. Cette région connaît un climat désertique, elle est traversée par un bout de Sahara ainsi que par la bande sahélienne, tandis que le sud est plus humide, on entre dans l'Afrique subsaharienne verte. Mais malgré ce climat chaud et sec, le nord a été au cours de l'histoire une région florissante. C'était un point de passage commercial entre le Maghreb et l'Afrique noire. À Tombouctou, l'or était négocié et échangé. C'était aussi une zone d'extraction de sel, denrées chères, mais ces atouts se sont estompés peu à peu avec les nouvelles routes commerciales maritimes, et durant la colonisation, l'occupant français a largement valorisé le sud du pays. Puis en 1960, le Mali gagne son indépendance. Et comme durant la période coloniale, les élites politiques, culturelles et intellectuelles vont se concentrer largement au sud.
Le nord est délaissé et marginalisé. De plus, dans l'imaginaire des populations noires sudistes, les tribus Touaregs nomades du nord sont le symbole des razzias et ont été un temps partie prenante dans l'organisation de la traite des Noirs à travers le Sahara. Donc pour plein de raisons, historiques, géographiques, climatiques, culturelles, on a un clivage entre les deux régions. Par ailleurs, en 1957 avait été mis sur pied par la France un projet visant à établir un groupement administratif des régions du Sahara, l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes, incluant le nord du Mali. L'objectif était la mise en valeur, l'expansion économique et la promotion sociale des zones sahariennes, un espoir pour les populations du Nord Mali. Mais après l'indépendance, en 1963, le gouvernement malien décide de sortir de ce projet. Il craint qu'il n'entrave ses volontés de construire un État-nation. Ça n'a pas plu aux nordistes, car ça aurait été pour eux l'occasion de se développer économiquement. Au nord, on a donc depuis près de 60 ans un véritable sentiment d'abandon de l'État. Et à côté de ça, vous avez une partie de la population touareg qui réclame l'indépendance de ce qu'ils appellent l'Azawad, qui correspond à la région nord du pays. En fait, une première rébellion touareg a lieu juste après l'indépendance du Mali, en 1963. D'autres rébellions ont même lieu avant, pendant la période coloniale. Je ne les détaillerai pas ici, mais ça montre l'ancienneté des revendications. Et cette rébellion de 63 aboutit à une reconnaissance du caractère spécifique de la région nord et un statut spécial est accordé. Mais ça ne suffit pas aux indépendantistes touaregs, et 3 autres rébellions auront lieu. Une en 1990-91, une en 2006 et une en 2012. Soit juste avant la prise de contrôle du nord du pays par les djihadistes. Et en fait, ces deux éléments sont complètement liés, car la conquête du nord du Mali n'a pas été accomplie que par des groupes terroristes, mais également par des groupes indépendantistes, dont le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Le MNLA est composé de rebelles indépendantistes, de déserteurs de l'armée malienne, mais également de combattants libyens, ceux dont je parlais tout à l'heure et qui ont fui la chute du régime de Kadhafi. Une grande partie d'entre eux étaient des Touaregs. Il y a donc une grande porosité entre le MNLA et les groupes djihadistes, surtout en Sardine qui est essentiellement composé de Touaregs. En fait, Ansardine a été fondée par Iyad Aggali, un ancien indépendantiste radicalisé durant les années 2000. Des combattants passent donc d'un groupe à l'autre, et les deux se sont même alliés avec les autres groupes djihadistes durant la prise du Nord Mali en 2012. Mais le MNLA est rapidement mis de côté et des affrontements ont même lieu entre les deux parties. Et au final, durant l'opération Serval, une partie du MNLA va soutenir les forces françaises en leur fournissant notamment des informations. Aujourd'hui, le MNLA est affaibli, il ne revendique plus l'indépendance, mais simplement l'autonomie et l'autogestion de l'Azawad. Alors si on récapitule un peu, au nord, on a 3 partis différents. Des djihadistes qui revendiquent la mise en place d'un État islamique appliquant la charia, des Touaregs qui revendiquent l'autonomie de l'Azawad, et l'État malien qui tente tant bien que mal d'asseoir son autorité sur ce territoire, aidé par des forces étrangères. Le nord du Mali est une zone, on peut le dire, presque de non-droit, avec un État très peu présent. C'est une zone exclue politiquement et économiquement. Les populations rurales sont très pauvres et n'ont que peu d'espoir quant à leur avenir, et certains habitants décident donc de s'engager dans ces groupes rebelles, qu'ils soient djihadistes ou autonomistes. Alors attention, ça ne veut pas dire que toute la région nord rejette l'État malien. Et comme dans la plupart des conflits, ce n'est qu'une toute petite partie de la population qui participe au combat. Et de nombreux habitants ne rejoignent ni l'idéologie djihadiste, ni l'idéologie autonomiste. Mais la situation de la région facilite les mouvements armés. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais il y a quand même une question qu'on ne s'est pas posée. Que vient faire la France au Mali? Quel intérêt? Alors l'intérêt, comme souvent, est en partie économique, mais aussi géopolitique. En fait, la région du Sahel est très riche en ressources naturelles. Or, uranium, bauxite, pétrole, gaz, et j'en passe. En fait, la France a intérêt à sécuriser la région. Et repousser les groupes rebelles dans le nord du pays en 2013 fait partie de cette sécurisation. Ensuite, l'opération Barkhane répond à la nécessité de protéger les ressources naturelles à plus long terme. Mais en fait, le nord du Mali spécifiquement est moins stratégique que d'autres régions du Sahel. 2 zones seulement ont un potentiel d'extraction d'uranium, près de Gao et de Kidal, et les sous-sols du nord-ouest renferment du pétrole et peut-être du gaz. Mais si on élargit un peu le scope, on se rend compte que la France est présente surtout au Niger, avec plusieurs sites d'extraction d'uranium exploités par Areva, et dans la région du Taoudéni, à cheval entre la Mauritanie et donc le nord-ouest du Mali, où est présent Total pour le pétrole. Et même si elles ne sont pas exploitées par des entreprises françaises, il y a également des mines d'or dans le sud du Mali. Le pays est le 3e exportateur en Afrique. On a donc des zones stratégiques parfaitement à proximité de la zone de rébellion en 2012-2013. La crainte était donc de voir cette rébellion s'étendre de plus en plus au Sahel et menacer les ressources naturelles, d'où l'opération Serval. Puis l'opération Barkhane est économique et aussi diplomatique. En appuyant les pays africains, la France augmente ses chances de voir des exploitants français s'implanter dans ces pays. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous, activez la cloche des notifs pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez me soutenir, il y a toujours la plateforme Tipeee, le lien est dans la description. Voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!